Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Et je salue mes camarades de la deuxième heure. Bonsoir Raphaël Steinville. Bonsoir Pierre. Directeur adjoint de la rédaction du Journal du Dimanche. Bonsoir Jean-Michel Salvatore. Bonsoir Pierre. Communicant et chroniqueur politique. Bonsoir à vous Jérémy Gaillard. Bonsoir Pierre de Villeneuve. Merci d'être avec nous. Vous êtes maire de Caudreau en Gironde. Vous venez de publier Ne m'empêchez pas d'être maire aux éditions Kern dans la collection Domaine public, dans laquelle vous expliquez, avant même d'expliquer, on voit la couverture avec ce dessin humoristique d'un maire qui est muselé par son écharpe tricolore. Ça vous donne quand même une opinion de la chose. En fait, aujourd'hui, être maire, c'est quoi? Vous êtes 36 000. Vous êtes le premier réceptacle des habitants. J'allais dire un peu avec les sénateurs. Vous me donnerez votre opinion. Mais le Seigle et la Châtaigne, ça compte. Les sénateurs sont là. Et peut-être d'une façon un peu différente des députés. Vous me direz ce que vous en pensez. Mais le maire, c'est celui qui, c'est le cahier de doléances immédiat. Et en même temps, je reprends une phrase de Marie-Hélène Toraval, la maire de Romans-sur-Isère, qui disait, à chaque fois qu'il y a un problème, le gouvernement fait un Grenelle ou un Beauvau, et après, redonne au maire toute la responsabilité de régler la situation. Est-ce que vous avez le même sentiment? Oui, c'est effectivement le constat qu'on fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une des principales problématiques, à mon sens, de l'exercice du mandat des maires et des élus locaux, parce que on a effectivement 35 000 maires aujourd'hui, mais aussi 550 000 élus locaux, c'est que l'État se désengage de plus en plus de ses propres missions, nous les confie indirectement ou directement, sans les moyens. Sans les moyens. Et c'est ce que j'allais dire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, être maire, c'est faire plus avec moins de moyens, ce qui engendre de la frustration à la fois des maires qui sont quand même élus avec une logique de libre administration de leur collectivité. C'est quand même un concept important. Et cette frustration, elle se matérialise aussi chez nos habitants qui voient bien effectivement le sentiment de déclin sur certains territoires. Moi, c'est ce que je vis en tout cas sur mon territoire rural. Et forcément, cette frustration, elle rebondit sur les maires qui sont des éponges, qui sont des réceptacles, comme vous le dites. Et le maire, il est la première porte à laquelle on cogne quand on a un problème, mais elle est aussi la dernière. Et ça devient compliqué de gérer toutes ces situations au quotidien. Ça veut dire des violences. Je pense à Vincent Jeanbrun, mais enfin, il n'est pas le seul. Ce sont des violences, ce sont des maires qui sont agressés. Est-ce que vous avez eu, vous, des problèmes de cette sorte-là? Alors moi, effectivement, j'ai eu quelques situations de tension pendant mon mandat avec des administrés qui ne sont pas allés effectivement aux situations que vous évoquez. Mais j'ai un de mes collègues qui est dans une commune pas très loin. Effectivement, il a pris un jour un coup de planche dans la tête. De planche? Oui, un coup de planche en bois avec des personnes qui après sont allées dans la commune crier qu'ils allaient le trouver avec sa femme pour casser les genoux de toute la famille. Et il faut être honnête. La famille, ça veut dire les enfants. Les enfants, et il faut être honnête que la réponse judiciaire qui a été apportée à cette situation a été un stage de citoyenneté. Donc ça mais décidément, il y a eu aussi ça pour l'agresseur, en tout cas celui qui avait menacé le proviseur du lycée Maurice Ravel. Et effectivement, ça rejoint ce que vous disiez au début, c'est-à-dire que nous, on entend bien les discours, les paroles qui sont formulées, et effectivement, on nous dit qu'on nous écoute, qu'on est là pour travailler dans une nouvelle relation de confiance. C'est quand même un peu ce qu'a dit Michel Barnier sur son discours de politique générale quand il est arrivé. Mais à un moment, il y a les paroles et il y a les actes. Et aujourd'hui, les actes, ils sont pas en accord avec les paroles. Je vois que vous avez au poignet un petit bracelet qui vous permet de rentrer dans une salle. Il y a écrit Congrès des maires de France. Qu'est-ce qui s'est dit? Qu'est-ce qui s'est dit en ouverture? Et qu'attendez-vous de cette grande réunion des 36 000 maires de France? Alors, pour aller au Congrès des maires depuis le début de mon mandat, depuis 2020, on sent vraiment une différence cette année, puisque on a démarré le Congrès aujourd'hui avec une photo un peu symbolique de milliers de maires au centre du palais des... Avec une écharpe noire. Avec une écharpe noire. Vous êtes en deuil de quoi? Eh ben, on est au deuil de nos missions, on est en deuil des annonces gouvernementales, et je pense que c'est la goutte d'eau qui aujourd'hui fait déborder le vase. Si on nous demande encore plus d'efforts, alors que même si on n'a rien dit depuis de nombreuses années, on tire sur la corde, on a fait beaucoup d'efforts, on a été présent quand on nous l'a demandé, quand le Covid était là, les maires ont répondu présent, les collectivités répondent présent. Dès qu'on leur demande, on fait preuve d'un devoir de réserve. On fait pas du misérabilisme quand on est maire, on sait où on met les pieds. Je dis, on n'est pas des pleureurs, on n'est pas des pleureuses, on vient pas pour se plaindre inutilement, mais je pense que là, on est arrivé à un point de bascule où si on nous enlève encore des moyens d'agir,
ça va devenir très compliqué d'œuvrer pour notre population. On vous coupe les cordons de la bourse parce que il y a plus de taxes d'habitation. Alors vous êtes à nouveau la cible des administrés qui vous disent vous avez augmenté la taxe foncière. Vous, votre opinion sur ce point de vue stricto sensu économique qui concerne les citoyens, est-ce que tout le monde devrait payer, y compris les locataires? Alors c'est une des vraies problématiques, vous l'évoquez avec les locataires. C'est vrai que la taxe d'habitation nous a coupé du lien avec nos locataires, du lien financier d'une certaine manière, parce que on peut pas faire croire en France que la démocratie c'est gratuit, que entretenir une commune, avoir des services publics, on peut ne pas contribuer et bénéficier de tout ça. Donc oui, effectivement, je pense qu'il y a une réflexion à avoir, une refonte. C'était une annonce d'Emmanuel Macron quand il a été élu en 2017, sauf que derrière ça a eu beaucoup d'impact et que la levée de l'impôt c'est aussi un élément de la libre administration de chaque commune. Et moi, je suis partisan effectivement qu'il y ait au moins qu'on ouvre le débat et qu'il y ait une réflexion et qu'on arrête de faire croire aux gens que la démocratie, c'est gratuit. Non, ça ne l'est pas. Et l'impôt n'est pas un mot grossier. Excusez-moi, je vais juste dire, l'impôt n'est pas un mot grossier. Nous, en tant qu'élus, donc tout le monde doit payer. À mon sens, oui. Après, en fonction de certains critères qui sont à définir, mais je pense que nous, en tant qu'élus, notre rôle, c'est de bien dépenser l'argent public. C'est ça le problème aujourd'hui. C'est que quand l'argent public est mal dépensé, forcément, l'impôt devient un gros mot. L'impôt n'est pas un gros mot si l'argent public est bien dépensé par les élus. Et surtout, on n'a aucune traçabilité je parle sous votre contrôle, Jean-Michel Salvatore, qui connaît bien l'économie. On n'a pas de traçabilité de où va l'impôt. Vous savez pas où va. C'est un principe des finances publiques. Il n'y a pas de traçabilité, sauf exception évidemment. Jean-Michel, vous vouliez interroger. Oui, moi je voulais revenir sur l'état d'esprit des maires et sur cette grande déprime républicaine. Le Parisien a publié un sondage l'autre jour que je trouvais assez effrayant et qui montrait que 96% des maires déclaraient ne pas arriver à résoudre les problèmes qui se posent à eux, 96%. Et il y en avait 83% qui disaient que leur métier était usant. Alors vous, personnellement, est-ce que vous avez eu la tentation de démissionner? Il y a à peu près 3 démissions de maires par jour aujourd'hui. Est-ce que vous avez eu la tentation de démissionner? Et est-ce qu'au jour le jour, est-ce que vous avez peur? Alors pour répondre, j'ai pas eu le sentiment d'avoir eu vraiment l'envie de signer, de mettre ma signature en bas d'une lettre de démission pour l'envoyer au sous-préfet. Par contre, il est évident que on a beaucoup de soirs où on rentre après des journées compliquées, si on a eu une discussion désagréable avec un administré, une problématique sur un projet, il est vrai qu'on a des moments de découragement comme tout le monde. Et j'ai vu aussi cette étude, on n'est pas surpris. Après, comme je vous dis, on sait que le mandat de maire, il est dur. Le mandat d'élu local, il est dur. On y va en connaissance de cause. Alors, on nous a pas mis le couteau sur la gorge pour être élu, pour nous présenter. Là, ce qu'on dit, c'est qu'à un moment, on est arrivé à un point de bascule où ça devient trop excessif. Et là, effectivement, on a l'impression, moi, mon livre s'appelle Ne m'empêchez pas d'être maire, mais ça pourrait ne m'empêcher pas d'être un maire efficace. C'est surtout ça qu'on reproche. On nous a mis tellement de contraintes que on n'est plus à la hauteur de nos missions et on n'est plus en adéquation avec l'image que les gens ont de la figure du maire. Et sur la peur, est-ce que face aux violences physiques, face aux menaces, est-ce que vous finissez par avoir peur? Alors, moi, j'ai eu 3 situations où effectivement un peu de tension. Je vais pas vous mentir, j'ai pas un sentiment de peur au quotidien, mais je vais vous avouer que dans ma commune, on a investi rapidement en début de mandat 40 000 € pour mettre un système de vidéosurveillance qui marche, qui a permis de réguler un certain nombre d'incivilités, de résoudre des enquêtes, de remettre un peu de sentiment de sécurité, même si tout n'est pas parfait et on n'endiguera pas tous les phénomènes, mais sur un sujet qui était complètement absurde il y a 10 ans de mettre de la vidéosurveillance dans une commune comme la mienne de 1200 habitants, c'est la réunion publique où j'ai eu le plus d'habitants et c'est la réunion publique où à l'unanimité tout le monde a voté pour ce projet. Jérémy Gaillard, vous restez avec nous. Ne m'empêchez pas d'être maire, c'est votre livre et on va en parler dans un petit instant encore. Tout ça pour vous dire également que Pascal Praud vous attend 2 fois par jour sur Europe 1, 9h, 9h30, l'heure des pros, codiffusé avec CNews. Et ensuite 11h, 13h pour vous donner la parole, pour participer à Pascal Praud. Et vous appelez le 01 80 20 39 21. Demain, Pascal recevra Maude Fontenoy et Michel Drucker pour les 60 ans de sa première apparition à la télévision. 20h26. À tout de suite sur Europe 1.
Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Je précise qu'on est sur Europe 1 et non pas sur Rire et Chanson. Raphaël Steinville est là, Jean-Michel Salvatore également. Jérémy Gaillard qui publie « Ne m'empêchez pas d'être maire ». Je disais tout à l'heure que vous êtes, avec les sénateurs, sans doute les meilleurs représentants du peuple. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ? Alors, ce qui est sûr, c'est que les sénateurs ont cette casquette qui est pas forcément très connue, mais ce sont nos principaux interlocuteurs pour défendre les intérêts de la commune et avec une stabilité sans doute plus importante. C'est-à-dire qu'ils font remonter... C'est ça. Au pouvoir central. Exactement. Et puis ils ont toujours été, ils sont élus par les élus locaux. Voilà. Donc c'est vrai qu'il y a toujours eu ce lien fort entre eux et nous, et ils sont là pour défendre les intérêts de la commune. Peut-être dans un contexte moins politisé aussi. Le Sénat est un peu moins touché par des fois ces idéologies qui peuvent être un peu contre-productives. Enfin, il examine les textes nationaux aussi qui viennent de l'Assemblée ou parfois qui commencent par le Sénat. Ça a été le cas pour les retraites et ça va être le cas maintenant pour le budget. Raphaël, pardon. Oui, une petite question parce que les auditeurs d'Europe 1 ne le savent peut-être pas, mais Jérémy Gaillard, voilà un peu plus d'un an, s'est mis en marche. Ah si, je l'ai dit en introduction. Il faut le rappeler alors. Il faut le rappeler. Mais c'est incroyable. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est que d'abord, qu'est-ce que vous avez obtenu au terme de cette marche symbolique ? 650 km. 650 mètres, un peu à la manière d'un Jean Lassalle. Et la deuxième chose, c'est qu'est-ce que vous avez appris de la France ? Alors, j'ai pas forcément, quand je suis parti, 18 jours pour faire 640 km pour rejoindre Paris. 18 jours parce que c'est les 18 jours qui me restaient en termes de congés professionnels, donc il a fallu s'ajuster. Donc il n'y a pas eu que de la marche. Si, il y a eu que de la marche, mais il a fallu calculer la moyenne journalière par rapport au nombre de jours de congés qui me restaient, puisque j'ai une activité professionnelle à côté. Donc, vous avez fait 650 km en 18 jours. C'est ça, exactement. 35 à 40 km par jour pendant 18 jours sans s'arrêter. Okay. Ouais. Donc effectivement, c'était un peu sportif, mais comme je dis souvent, j'ai jamais été aussi en forme que à la fin de cette marche. En partant, j'avais plusieurs objectifs et je défendais plusieurs dossiers sur ma commune. Honnêtement, j'ai pas eu d'effet sur tout ce que je demandais. Il y avait des sujets sur la santé, sur le nombre de gendarmes dont on bénéficie sur notre territoire, des professeurs enseignants spécialisés qu'on n'a pas sur notre école. Il y avait énormément de sujets. Donc j'ai pas obtenu un gain de cause surtout, mais j'ai obtenu quand même quelques petites avancées qui m'ont surtout permis, après coup, sur des dossiers, d'avoir les bons interlocuteurs pour faire avancer et peut-être de faire comprendre qu'à Caudron, on était quand même déterminés quand on voulait faire bouger les choses, donc il fallait aussi nous aider. Et il y avait un élément que j'avais pas forcément anticipé, c'était la réaction de la population qui finalement, c'est là où j'ai eu le meilleur résultat dans cette marche, c'est que ça a été très apprécié par ma population, sur Caudron, mais même au-delà, de se dire qu'on pouvait encore avoir des élus qui sont investis, qui sont pas là pour calculer, qui sont là pour défendre leurs intérêts. Donc ça m'a beaucoup apporté sur cet aspect-là. Sur la deuxième question, c'était... Qu'est-ce que vous avez appris de la France ? Alors, ce que j'ai appris, c'est que... Que vous ne saviez déjà, peut-être. En fait, quand on est élu, ce dont je me suis rendu compte, c'est que on peut parfois se construire une vision un peu biaisée de la population et de la France, parce qu'en fait, on est, nous, au contact d'habitants qui ont besoin, qui réclament, qui sont demandeurs, et que des fois, ça crée un décalage, parce que c'est souvent des situations compliquées derrière qu'on vit. Et en fait, moi j'ai découvert qu'il y avait toute une majorité silencieuse dans notre pays qui effectivement nous dit pas que on est des maires formidables, mais qui nous soutiennent, qui comprennent les constats qu'on a faits. Donc ça m'a conforté les constats qui m'ont amené à faire cette démarche. Voilà, et j'en suis revenu en me disant que il fallait continuer pour ces gens-là parce qu'ils étaient majoritaires. Peut-être qu'on les entend pas, qu'on les voit pas, mais ils sont là en tout cas. Est-ce que vous avez dans votre bureau de maire, comme je crois que c'est je sais pas si c'est une obligation ou une tradition, la photo du président de la République ? Alors, dans la salle du conseil municipal, on a la photo du président de la République et c'est une obligation, effectivement. C'est une obligation ? C'est une obligation. Alors, écoutez Emmanuel Macron, puisqu'on parle de sa photo, en conférence de presse à l'issue du G20, voilà ce qu'il pense sur l'accord sur le Mercosur. Contrairement à ce qui a été dit, ou parfois écrit, encore même ce matin d'ailleurs, pas l'habitude de parler en l'air. Et donc depuis plusieurs mois, plusieurs années, on travaille. Et donc on réunit, on rassemble. Et on aime toujours, nous, écrire que les Français sont isolés. Mais on n'est pas isolés. Vous voulez modifier le texte ? Non, d'abord, je veux travailler avec tous ceux qui ont les mêmes préoccupations que nous, qui sont légitimes. Polonais, les Autrichiens, les Italiens et plusieurs autres en Europe. Et donc la France
Simplement, elle exprime une voix qui est portée par beaucoup d'autres qui ont des agricultures avec des spécificités qu'ils veulent protéger. Et donc, nous protégeons nos agriculteurs. C'est notre droit parce que nous protégeons notre capacité à nous alimenter. Alors, il y a plusieurs questions. La première, c'est comment est-ce que vous recevez, vous, aujourd'hui, la parole présidentielle, c'est-à-dire globalement, sur tous les sujets. Et la deuxième question qui est plus spécifique, c'est est-ce que, pour vous, Emmanuel Macron est le meilleur protecteur, puisque le mot a été utilisé dans le sonore qu'on vient d'entendre, des agriculteurs français? Alors sur la première partie, comment on reçoit la parole présidentielle? C'est vous, hein. C'est comment je la reçois. Avec aujourd'hui 7 ans, 8 ans d'expérience, moi je redis que il y a un décalage selon moi entre la parole et les actes. Quand j'entends parler... Non, mais quand vous entendez Emmanuel Macron, pour vous, c'est quoi? C'est de la flûte traversière ou c'est quand même la parole présidentielle? Non, parce que je peux pas demander à mes habitants d'avoir un respect pour la fonction de maire sans, en tant que maire, avoir un respect pour la fonction présidentielle. Mais là, quand j'entends que les Français ne se sentent pas isolés, je peux pas. Je me dis qu'il y a un décalage. Moi, mes habitants, quand ils voient qu'ils n'appellent pas les gendarmes parce qu'ils savent qu'ils vont mettre trop de temps à venir, que nous on défend nos gares parce que sinon elles vont être fermées, que notre bureau de poste on est obligé de le défendre pour fermer, que nous on investit pour mettre des accueils France Service, que il faut se battre pour garder, même pas pour faire, mais pour conserver le minimum qu'on a dans nos territoires. Mais non, je pense que là, il y a un décalage. Vous dites que vous êtes, au contraire, isolé. Vous dites que attendez, c'est très important, parce que vous dites que les habitants de Caudreau n'appellent pas les gendarmes parce qu'ils savent qu'ils vont mettre trop de temps à venir. Je citais Vincent Jeanbrun tout à l'heure. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'il y a des émeutes, vous êtes dans une insécurité aujourd'hui en France en 2024? Ce qui est sûr, je sais que c'est un sujet sensible, mais aujourd'hui, le sentiment d'insécurité, il est pas un fantasme dans nos territoires. Aujourd'hui, quand vous éloignez les gendarmeries, comme on l'a fait pour centraliser en certains lieux, c'est ce que j'allais vous dire, on les éloigne pas, on les centralise. Oui, mais on les éloigne. Ça veut dire que le temps, aujourd'hui, quand vous mutualisez, que la patrouille, quand vous l'appelez, elle peut être à 30 ou 40 km de votre commune, ça met forcément du temps à arriver. Voilà, donc ça, je veux dire, on peut dire ce qu'on veut, ce sentiment, il existe. On peut être d'accord ou pas d'accord avec, mais il est là. Donc, soit on le combat. Qu'est-ce que vous avez comme combien d'habitants à Caudreau? 1200. 1200. Quels sont l'effectif de police à Caudreau? Alors, nous, on n'a pas d'effectif de police. Donc, il n'y a pas de policiers. On dépend d'une brigade de gendarmerie qui est située à 10 km. On a 31 gendarmes, pour un territoire de 34 000 habitants. 31 gendarmes pour 34 000 habitants. C'est ça, sur la brigade dont dépend un gendarme pour 1000 habitants. Exactement, sachant que les gendarmes, bien évidemment, ne sont pas tous ensemble en même temps sur le territoire. Et c'est ça la réalité de ce qu'on appelle, j'aime pas ce mot-là, mais les territoires. Oui, c'est vrai que c'est un nouveau mot pour remplacer la province ou je ne sais pas. Mais effectivement, et c'est qu'un aspect parmi tant d'autres. C'est-à-dire que le reproche qu'on peut faire, moi, c'est l'État. Je veux bien qu'on nous donne des leçons en tant que maire, notamment de gestion budgétaire en ce moment. Mais il serait bien que l'État soit vertueux dans ses propres missions régaliennes. Si déjà on veut améliorer le quotidien des maires, que l'État fasse le nécessaire sur ses missions de santé, d'éducation, de justice, voilà, toutes ces missions régaliennes. Si lui joue son rôle, je pense que nous on aura beaucoup moins de difficultés sur nos territoires, comme ils disent. Raphaël ou Jean-Michel, une question pour Jérémy Gaillard. Moi, je m'interrogeais sur... tout à l'heure, Maël nous a fait le rappel de titre de l'actualité. On a parlé de cette nouvelle tragédie humaine et économique qui est sans doute la fermeture de 2 sites d'ArcelorMittal, qui fait suite à Michelin, qui fait suite à Auchan. Marc Ferracci, qui était ce dimanche sur Europe 1 et sur CNews dans le grand rendez-vous, nous disait qu'il y aurait sans doute d'autres fermetures dans pardonnez-moi encore une fois pour le terme, dans les territoires. Chez vous, comment est-ce qu'on ressent ça? Est-ce qu'il y a une peur du lendemain au niveau de l'emploi? Exactement, parce que par exemple le département de Gironde a mené une enquête il y a quelques semaines sur la notion de risque. Et en fait, le premier risque qui ressort chez la population, et très largement, c'est le pouvoir d'achat, la capacité à vivre et à finir le mois d'un point de vue économique. Là aujourd'hui, dans les territoires, dans les communes rurales, on est aussi aujourd'hui face à un phénomène de concentration économique de toutes les forces, industrielles sur des zones un peu plus denses que nos territoires. Aujourd'hui, vous avez très peu d'entreprises qui ont la capacité
capacité de s'installer dans nos petites communes, même si on n'aime pas ce terme-là quand on est... Parce que quand on interroge le ministre de l'Industrie, ce qui a été mon cas dimanche dernier, il dit, non, mais attendez, vous me parlez de fermeture d'usine, moi je vous parle d'ouverture d'usine et de création d'emplois. Et certains chiffres, effectivement, indiquent qu'il y a eu de la création d'emplois pendant le premier quinquennat d'Emmanuel Macron et dans le début du second également. Mais qu'est-ce qu'on dit, j'allais dire, dans les terres? Qu'est-ce qu'on dit dans les communes comme la vôtre? Est-ce qu'on les voit, ces usines, sortir de terre avec des emplois à la clé en disant venez, on a besoin de monde? Non, en tout cas dans le territoire de Gironde où je suis, non, parce qu'en plus, quand ces entreprises se créent ou ces usines se créent, nous, on a la double peine de la mobilité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça coûte trop cher de mettre des trains dans nos petites gares, ça coûte trop cher d'aider sur les transports en commun. Donc, et celui qui veut bosser, on lui demande d'abord s'il a une bagnole. C'est ça. Et voilà. Pour aller au travail. Et donc, quand vous vous retrouvez suite à la crise de la guerre en Ukraine avec le prix de l'essence à 2 € le litre, et ben vous avez la double peine parce que l'emploi ne se crée pas dans vos territoires, parce qu'en plus les documents d'urbanisme vous empêchent presque d'avoir de l'artificialisation sur les territoires ruraux. Et puis vous avez pas la possibilité de pouvoir aller sur ces zones d'emploi. En 1 minute, Jérémy Gaillard, qu'est-ce que vous demandez aujourd'hui? Moi, je demande du courage des gens en politique. C'est-à-dire que je trouve qu'on a dilué beaucoup trop aujourd'hui les responsabilités de chacun. Moi, ce que je souhaite en tant que maire, et c'est à titre personnel, qu'aujourd'hui on soit capable de redire qui fait quoi, avec quels moyens, et que chacun assume ses responsabilités dans ses propres compétences et qu'on arrête d'avoir c'est plus la faute de personne aujourd'hui. Quand vous demandez, c'est plus la faute de personne. Donc moi, c'est ce que je demande. Je demande de pouvoir gérer ma commune de manière libre, avec le courage d'assumer les décisions que je prendrai pour mes habitants. Est-ce que David Lisnard est un bon patron des maires de France? Oui, en tout cas, je pense qu'on voit aussi les bons patrons quand le combat se fait jour. Donc je pense que ça va être intéressant sur les prochaines semaines et les prochains mois de voir de quelle manière il va pouvoir soutenir. Mais en tout cas, aujourd'hui, l'Association des maires de France fait clairement le boulot et on est derrière notre président pour qu'on avance dans le bon sens. Merci beaucoup Jérémy Gaillard d'avoir été sur Europe 1 en direct. J'imagine que vous repartez pas à pied jusqu'à Caudreau. Non. Peut-être que ça serait un nouveau challenge pour montrer à quel point... voilà, en tout cas, vous nous faites honneur et votre courage montre à quel point effectivement les maires de France sont mobilisés pour leurs habitants et appellent plus d'aide d'une certaine manière. Dans la série, on n'a pas envie de se sentir totalement seul. 20h44 sur Europe 1, on revient dans un instant.